Donc le texte sur les sirènes est au chant 12. Nous venons d'en parler et ça forme une bonne transition avec la tempête. Ce que je voudrais montrer d'abord, c'est qu'il est en deux morceaux qui se répètent. Dans le premier, vers 36 à 54, c'est Circé qui explique à Ulysse comment il devra faire pour profiter du chant des sirènes sans en subir le danger. Et ensuite, donc dans la deuxième page, du vers 153 au vers 200, dans la deuxième et troisième page, c'est le récit d'Ulysse auprès des sirènes, avec tous les détails que vous connaissez et dont on va reparler. Dans le premier passage, on remarquera l'importance du charme avec dans le lexique le verbe telgoussi, elle charme, au vers 40 et 44, donc répété, l'adjectif composé meli edega au vers 48 et l'adjectif terpoménos au vers 52. Insistance aussi sur l'audition avec le verbe akouo au vers 41, 48, 52. Insistance sur la voix avec deux termes, 41 phtongon et 52 op, donc avec élision pour oppa. Et puis il y a encore la mention de la chanson aiguë ligure aoide au vers 44. Enfin, insistance sur le thème du retour qui est récurrent dans toute l'Odyssée, qui se retrouve ici. Si on cède au chant des sirènes, le retour est perdu, c'est dit au vers 43, en particulier avec le participe nostesanti. Remarquez que les sirènes ne sont jamais décrites, ni dans l'annonce de Circé, ni ensuite dans le récit du narrateur. Elles sont dénommées, soit au pluriel seirenes, soit au duel, dans deux exemples dont on reparlera tout à l'heure, Sireno in, on en reparlera parce que, en particulier, André Hurst, à propos de Lycophron, a attiré notre attention sur ce point et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui en y réfléchissant. Sur le coup, j'ai été baba et je n'ai pas pu répondre à sa remarque. Elles ne sont jamais décrites, ce sont donc des voix sans corps. Et je trouve que c'est la force de la littérature de pouvoir évoquer ainsi des êtres extraordinaires qui n'ont pas de matérialité, de forme physique, alors que, évidemment, toutes les représentations figurées vont se les imaginer d'une manière ou d'une autre et n'arriveront pas à exprimer cette notion du charme qui vient d'un bruit sans matérialité physique. Les seuls éléments descriptifs qui soient donnés dans la prédiction de Circé sont les eaux pourrissant sur le rivage au vers 45 et 46, et cette description est évidemment sinistre. On remarquera aussi dans l'annonce de Circé l'important développement du dispositif technique avec deux vers 47 et 48 pour comment faire pour boucher les oreilles des compagnons avec la cire amollie et deux autres vers pour l'attachement au mât 50 à 51
Donc vous voyez 4 vers au total pour ces détails techniques qui ont l'air relativement secondaires, mais évidemment Circé et Ulysse lui aussi y prendra garde, y prennent grande attention. On notera aussi du point de vue formel au vers 49 Atar otos akouemen aiketelesta, mais toi écoute si tu le veux. C'est un infinitif de prescription, akouemen. Il n'y a pas une erreur évidemment avec un « et » pour un « o », hein, comme l'accentuation montre bien qu'il s'agit d'un infinitif dialectal. Et le otos apposé est au nominatif, donc elle s'adresse bien à lui en tant que sujet, si vous voulez, de l'infinitif. Il ne passe pas à l'accusatif comme on pourrait s'y attendre si c'était une proposition infinitive. Donc c'est bien un infinitif de prescription. Dans le récit des 2 pages suivantes, on remarquera qu'il est tout mêlé de discours rapportés. Donc ça n'est absolument pas un récit au sens pur du terme, où le discours soit absent. Il y a d'abord un discours d'Ulysse à ses compagnons. Donc si vous vous resituez dans l'ensemble de la narration, Ulysse raconte aux Phéaciens comment Circé lui a indiqué comment il devra éviter les sirènes, puis il raconte son passage près des sirènes, en prenant un point de vue apparemment impersonnel dans lequel il va mêler cela de la reproduction de ses propres paroles et de celles des sirènes, reproduction bien entendu sujette à caution, fictive peut-être, qu'on peut mettre en question, mais qui alterne ainsi dans une sorte de récit mêlé de dialogue. Donc le premier discours rapporté d'Ulysse à ses compagnons va du vers 154 à 164, où les prescriptions de Circé sont reprises en écho assez littéral. La structure habituelle de répétition des messages dans une culture fondamentalement orale veut que le messager entende de l'émetteur du message la teneur du discours qu'il doit tenir au destinataire, puis il se rend auprès du destinataire et il répète littéralement les mots qu'il a entendus. Ça se passe ainsi de manière tout à fait évidente dans le chant 1 et dans le chant 24 de l'Iliade. J'avais étudié cela il y a longtemps, on y reviendra si vous voulez. Je pense que c'est typique d'une société où l'écrit ne joue pas encore un rôle important, si tant est que l'écriture ait été connue au temps d'Homère. On est encore dans une culture orale. Donc il répète à ses compagnons les paroles, les prescriptions de Circé, et j'ai trouvé assez amusant de voir les transpositions des termes. Oui, c'est 159 et 160. Donc, phtongon aluastai, oion em op akouemen. C'est la manière pour les compagnons d'éviter le charme de la voix et que moi, je sois seul à entendre la voix, avec, vous voyez, les 2 termes phtongon et opa dans les 2 vers qui se succèdent. Mais ici, il y a une transposition peu littérale
des mots de Circé, on va trouver des exemples beaucoup plus frappants. Le vers 50 du premier passage, des antone en nei, etc., est transposé par le vers 161, desat en argaleo, et vous voyez des antone, desat, que la tête du vers répète littéralement la forme verbale en transposant les personnes, bien sûr. Le vers 51, orton en histopédé, etc., est exactement répété en entier au vers 162. C'est pas la peine que je le répète à mon tour. Le vers 53 du premier passage semble sauter dans la répétition. En fait, c'est parce qu'il est inclus dans le vers 159-160 dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Mais ensuite, le vers 54, eideke lycéae, mais si tu supplies, hoide seti pléonessi, etc., et eux t'attacheront encore, doivent t'attacher par des liens encore plus forts, est transposé au vers 164-165 par eideke lysomai, humas lusaite, etc. Mais si je vous supplie de me délier, et si je vous l'ordonne, keleo, humeis de pleonesi tot endes moisi psiedzen, et la répétition est littérale, vous, à part humeis, vous attachez-moi par des liens plus forts. Il me semble que vous voyez qu'on a affaire avec Homère à une sorte d'art de la répétition. Les scènes de tempête vous l'ont déjà montré à l'évidence. C'est une sorte de variation musicale comme en feront Bach ou Beethoven, etc., en littérature. Cet art de la répétition a souvent été très mal jugé par les commentaires. Dans l'Antiquité, les scholiastes ont dit que les vers répétés devaient être supprimés, donc ils s'en sont donnés à cœur joie pour critiquer cela, et les traducteurs classiques ont fait la même chose. Madame Dacier, au XVIIe siècle, allège autant qu'elle peut les formules et les répétitions. Et plus tard, vous savez que quand le fameux manuscrit de la bibliothèque de Venise, le Venetus A été découvert par un Français, un Danse de Villoison, juste à la veille de la Révolution, il a publié sa découverte, mais là, c'est passé évidemment tout à fait inaperçu dans l'érudition française en 89, et par la suite, c'est l'érudit allemand Wolf qui a récupéré le travail et qui a créé la tradition en Allemagne qui s'appelle analytique, c'est-à-dire qui veut qu'on décortique le texte en y distinguant des couches différentes, etc. Je crois que ce passage montre, entre autres, qu'il ne s'agit pas du tout de couches superposées, mais plutôt d'un art dans lequel la répétition, loin d'être interdite, est au contraire une sorte de procédé de composition. Peut-être parce que, comme le disent les amis américains, les poètes composaient en représentant, en performant. Ils appellent ça composition in performance, ce qui est impossible à traduire en français, sauf si on accepte de transposer performance par performance, ce qui, moi, me choque profondément. Je voudrais aborder mon quatrième point. Je suis contre les dissertations en 3 parties, donc je vais en faire une en 6.
Mon quatrième point, c'est sur le chant des sirènes, qui est donné dans le récit au discours direct, du vers 184 à 192. Le caractère extraordinaire des récits d'Ulysse chez les Phéaciens fait que Ulysse, bien entendu, est le seul humain à avoir entendu les sirènes, de même qu'il est le seul à être allé vivant dans l'Hadès, au chant 11, centre de l'Odyssée, selon Gabriel Germain. Je vous ai apporté le livre qui est là sur le petit étalage devant la tribune. Comme tous ses compagnons ont disparu peu à peu dans le voyage, il pratique peut-être une forme de fiction, peut-être en partie pour justifier leur disparition, pour ne pas prendre sur lui la responsabilité de toute leur mort. Donc la plupart du temps, il dit que c'est parce qu'ils ont été étourdis, qu'ils avaient envie de manger, etc. Il y a quand même un cas chez le Cyclope où il dit explicitement qu'il était curieux de voir quelle pratique de l'hospitalité le Cyclope lui réserverait. Donc il a voulu tenter le diable. Ses compagnons disaient il y a des fromages, prenons-les et sauvons-nous. Puisqu'il voyait que l'habitant de cette caverne était forcément monstrueux avant même qu'il arrive. Mais là, c'est la curiosité d'Ulysse qui les a perdus, et il y a bien d'autres cas où on pourrait se demander s'il n'a pas une part de responsabilité, mais évidemment, je n'ai aucune volonté de mettre en question le récit. Germain suggère que les récits fantastiques sont réservés à l'épisode en Phéacie et qu'ils ont peut-être pour fonction d'expliquer la durée exceptionnelle de son voyage de retour. Donc il fabrique de la fiction pour meubler ce temps de 10 ans d'absence, pour ainsi dire. J'arrive au cinquième point, et c'est là que je voudrais mentionner ce qu'a dit André Hurst quand il est venu nous parler, donc il y a à peu près un mois, de l'Alexandra de Lycophron et de l'histoire des commentaires dans l'Antiquité, avec un diaporama sur Alexandrie et la littérature alexandrine. Je vous signale que la séance est visible dans les podcasts. Elle a été mise en ligne d'une manière tout à fait intéressante et express par notre service ici présent. Donc, si vous voulez regarder cette séance d'André Hurst sur l'Alexandra de Lycophron, vous verrez les incrustations avec les images qu'il montrait en même temps que son commentaire. C'est moins bien que d'être en direct dans la salle, mais quand même une bonne manière de pouvoir le suivre. Donc il a brillamment dit que l'emploi du duel siréno-iïne dans l'Odyssée prouve que dans l'Odyssée il y a 2 sirènes et que plus tard on n'emploie que le pluriel, et donc selon lui ça serait peut-être Lycophron qui aurait inventé le fait qu'il y ait 3 sirènes dans la tradition, comme dans la tradition iconographique d'ailleurs. Donc on pourra commencer à montrer les images avec, ici il y en a une visible, une autre peut-être moins visible. Sur celle d'après, celle-là on ne la voit pas bien. Enfin, il y a peut-être 2 yeux. En tout cas, à mon avis, dans l'Odyssée, elles sont 2, c'est net. L'emploi du duel est sans réplique possible.
Il est confirmé par l'adjectif possessif noiteren au vers 185, mais cela n'empêche pas l'usage du pluriel. Au vers 39, seirenas, au vers 42, seirenon, au vers 44, seirenes, au vers 158, seirenon, et 198, phtongon, seirenon. Donc vous voyez, et presque à toutes les places dans le vers, enfin, il n'y a pas du tout d'effet de formulaire sur le pluriel. En revanche, seirenoin, au vers 152 et 167, semble un petit peu plus difficile à placer, mais le poète le fait avec une grande virtuosité. Alors, à mon avis, ce n'est peut-être pas une innovation de Lycophron, je ne cherche pas à diminuer son mérite, bien entendu, du fait qu'il utilise le pluriel, mais le duel a largement disparu en grec à partir de l'époque classique, donc ça aurait été quelque chose d'un peu une citation d'Homère, en quelque sorte, s'il avait utilisé le duel. Il me semble qu'il ne faut pas attacher énormément d'importance au fait qu'il y ait 2 duels chez Homère et qu'il n'y en ait plus par la suite. Alors je voudrais finir sur les muses et les sirènes. La similitude entre le passage sur les muses d'Hésiode dans l'introduction de la théogonie a souvent été remarquée, enfin la similitude entre les muses et les sirènes a souvent été remarquée, en particulier par l'italien, enfin l'américain d'origine italienne plutôt, Pucci, en particulier avec l'anaphore idmen, idmen, au début des 2 vers qu'elle prononce. Alors dans votre passage, vous avez idmen le premier au vers 189 du chant 12 et le deuxième au vers 191. Idmen gartoi pant hos enitroie eureie argeioi troeste theon ioteti mogesan. Idmen dosa genetai epictoni poulu boteire. Nous savons en effet tout ce que les Argiens et les Troyens ont souffert dans la large Troie sous la flèche des dieux, mais nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre fertile. Je ne reprends pas la traduction que vous avez en face, qui est destinée à vous aider, mais je traduis plus littéralement le texte. Ces 3 vers montrent en quelque sorte que le chant des sirènes provient d'un savoir, et d'un savoir intuitif, non analytique. Vous savez que oida, c'est le verbe signifiant savoir qui correspond au sanskrit Veda, donc à la tradition des Védas, des hymnes poétiques indiens les plus anciens. Elles ont en quelque sorte le même savoir que les poètes védiques, si je prends un raccourci tout à fait choquant, mais j'espère explicatif. On remarque aussi que le premier élément, hos enitroie eureie argeioi troeste mogesan, a l'air de faire allusion à l'Iliade, à la tradition de l'Iliade, ou celle du cycle épique, si on suppose
je crois à raison, qu'autour de l'Iliade, il y avait d'autres récits épiques racontant l'ensemble de la guerre de Troie. Je crois que c'est la position défendue par les savants les plus autorisés, et en particulier sur ce thème, le Canadien Jonathan Burgess. Et dans le vers 191, il semble bien qu'on fasse allusion à ce que fait Hésiode dans la Théogonie, et surtout dans les Travaux et les Jours, ce qui se passe sur la terre nourricière. C'est bien exactement l'objectif du poète Hésiode. Donc, en quelque sorte, les sirènes seraient dépositaires de la tradition poétique contemporaine, qu'elles soient représentées pour nous dans les seuls poèmes qui nous sont restés de cet ordre, ceux d'Hésiode et ceux d'Homère. D'une manière aussi très visible, très présente, regardez la manière dont elles s'adressent à Ulysse dans leur interpellation au début, donc au vers 184, je suppose. Deur hag ion polu ein Odysseu, mega kudos akaion, nea katasteson, hina noiteren op acouses. Viens donc, célèbre Ulysse, grande gloire des Achéens, arrête ton navire pour entendre notre voix à toutes les deux, si je précise le noiteren. Cette interpellation est faite sur un ton aussi épique. Elles interpellent Ulysse en tant que quelqu'un qui revient de l'Iliade, qui revient de la guerre de Troie, et qui est déjà célèbre de par le monde à cause de cela. Mega kudos akaion, c'est une formule de fin de vers qui revient à plusieurs reprises dans l'Iliade, et l'adjectif polluainos est fait typiquement appel à cette gloire épique qui est l'objet du kudos. On est étonné de ne pas rencontrer le mot kléos, qui est plus attendu dans ce registre, mais évidemment les raisons de placement des formules ne nous sont pas toujours totalement transparentes. En tout cas, elles interpellent Ulysse en tant que héros de type iliadique, et je crois que c'est cela qui fait aussi que lui, qui se met en scène en train de rapporter devant les Phéaciens pour un public pour lequel il est une sorte d'aède épique, vous voyez, il y a cet effet de miroir. J'évite soigneusement la terminologie de la mise en abîme que je déteste. C'est volontaire, je m'expliquerai là-dessus si vous en avez besoin, mais passons rapidement là-dessus. Donc Ulysse est déjà un héros d'épopée pour les gens de son temps, et il se met en scène lui-même comme un héros d'épopée. Vous vous rappelez que quand il a révélé son identité aux Phéaciens au début du chant 9, il a dit « Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont la gloire monte au ciel ». Donc c'est bien ce Kléos qui est l'objet du récit. Alors maintenant, les images des sirènes, bien sûr, je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans l'iconographie, on ne peut pas représenter des voix sans corps, sans forme, donc on les représente comme des voix qui viennent d'en haut, comme des oiseaux.
Et la tradition des sirènes poissons n'apparaît que très récemment par rapport à la longue tradition dont vous allez voir quelques images. L'ennui, c'est que je n'ai plus les légendes. Donc là, il s'agit d'un vase, mais je n'en sais plus la date. Et il me serait difficile de commenter aussi son lieu de conservation. Celle-là représente Thétis épellée entre des yeux sirènes, mais je trouve qu'elle est très sombre, peut-être pas moins pour vous. Donc ça, c'est peut-être l'essai de représenter, enfin le plus proche de la voix sans corps, me semble-t-il, un vase du British Museum qui est très intéressant pour ça, et je dois dire que c'est Dominique qui l'a retrouvé. Moi, je ne l'avais plus dans mon corpus. C'est encore une sirène oiseau avec des ailes, qui est une terre cuite d'Athènes. Ici, c'est une mosaïque de Tunis, où vous voyez que le moyen de représenter les sirènes comme des voix sans tête, c'est de montrer les gens qui les écoutent, mais elles, on ne les voit pas. Sinon, à travers ces petits éclairs qu'on voit dans le ciel, mais je ne pense pas que... Enfin, c'est peut-être une volonté de les représenter. Alors, remarquez bien le mât qui se dresse derrière Ulysse, parce qu'on retrouvera ça comme une espèce de constante dans l'iconographie. Je crois que je n'ai pas pu récupérer le vase de Londres qui représente les sirènes en l'air et qui est dans le petit prospectus, donc vous le verrez quand même, voilà, sur la couverture et à l'intérieur avec la localisation, etc. Donc vous pouvez le regarder dans le prospectus, et pour compenser, elles sont là représentées comme des oiseaux, et il me semble que c'est là qu'on voit 3 sirènes. Ensuite, un détail et un autre personnage, c'est Hermès, non? Alors ici, la première sirène christianisée, qui est donc au pied d'une vierge, si je me rappelle bien, du XIIe siècle. Et vous voyez que la culture chrétienne domine ici visiblement la vieille culture païenne dépassée, qui reste encore présente symboliquement. C'est assez intéressant. Elle est devenue un poisson. Alors ici, une image que j'avais découverte grâce à l'exposition de la BNF en 2006, dont j'ai oublié le catalogue, mais je crois qu'elle ne se trouvait pas dans le catalogue, mais on la retrouve dans l'exposition virtuelle, donc on vous en parlera cet après-midi. Vous pourrez voir tous les trésors que vous pouvez découvrir et utiliser, parce qu'on peut prendre les images et les adapter à un diaporama. Il faut bien signaler à qui appartiennent les images, donc c'est le fonds de la Bibliothèque nationale. Vous voyez le mât derrière le personnage d'Ulysse, et vous voyez qu'il a pris une image singulièrement christique. Sa tenue bleue qu'il oppose au rouge de ses compagnons, sa barbe, etc., s'en fait visiblement un Christ, et le mât qu'il a derrière lui est visiblement une croix. Alors les sirènes sont devenues des poissons, vous voyez, avec leur queue d'un très joli bleu, hein, c'est évidemment tout à fait séduisant. À la Bibliothèque nationale encore, il y a toute l'exposition des gravures de Theodor van Toulden. Je passe vite parce que je pense que
Patrick va peut-être vous en parler un petit peu en détail. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a prévu, ce sur quoi il a prévu d'insister. Ici, un plafond du Louvre par, je crois que c'est Camille, mais j'en suis plus très sûre, Meignier, enfin, pratiquement à l'époque de Louis-Philippe, les nymphes de Parthénopée emportant les pénates. Donc ici, on est plutôt dans le registre de l'Énéide. Et je vous signale que j'ai apporté des prospectus de Diane de Sellier, mais je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, sur la très belle édition de l'Énéide illustrée par la peinture romaine qu'elle a fait paraître cette année. Et j'ai apporté l'exemplaire qui est là et que vous pourrez feuilleter. Je pense que ça vous fera plaisir dans la pause. Alors ici, dans la peinture anglaise romantique et jusqu'au début du XXe siècle, oui, les sirènes ont beaucoup inspiré les peintres. Et ce peintre Draper fait partie de cette série. Vous voyez que presque partout dans l'imaginaire moderne, elles sont devenues des poissons, enfin un bas du corps de poissons, et non plus rien des oiseaux qu'elles étaient dans l'Antiquité, dans l'iconographie antique. Ici commencent des variations sur les sirènes avec tous les retournements possibles. Donc Arnold Böcklin, fin du 19e, puis John Waterhouse, c'est un peu le même style que Draper, 1900. Ici, Magritte, avec le retournement, c'est la tête et la queue. Et bien sûr, vous savez enfin, à quelle tendance se rattache Magritte. Delvaux, Sirène de la pleine lune. J'étais allée voir j'étais allée travailler à Bruxelles pour des raisons sérieuses, mais il y avait une exposition Delvaux qui m'a permis de découvrir ce peintre obsédé d'antiquité, donc je vous le signale. Et ici, c'est pas Alan Frumkin, ça c'est la collection Alan Frumkin, mais c'est une erreur. Le peintre, c'est Beckmann, prénom, je ne sais plus, Gustave peut-être. Donc il y a eu une rétrospective Beckmann, je crois que c'était au Grand Palais, il y a quelques années. J'avais acheté le catalogue parce que lui aussi est obsédé d'antiquité, donc à chaque fois je me sens obligée de rapporter des images et de pouvoir les exploiter ensuite. Je n'ai pas acquis les droits, bien entendu, non plus que sur ce Picasso, vous l'imaginez bien, donc soyez discrets. Donc elle est assez difficile à commenter, je ne me lancerai pas dans une exégèse. Je crois qu'on distingue quand même le mât, la verticalité du mât, la grosse boule ronde et blanche, je ne sais pas trop ce que c'est personnellement, mais il y a un visage. Oui. On voit les yeux, on le voit mieux sur l'écran. Je crois que Ulysse est attaché au mât par là, mais je ne suis pas sûre. Et des sirènes poissons l'enserrent, enfin l'entourent dans la mer, comme si elles essayaient de tirer vers elles la chose. Vous avez peut-être des questions sur les deux exposés. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est sur le nom du mât et sur l'anecdote qui a entraîné cet exposé et cette collaboration. C'est que l'année dernière, j'ai reçu un message de la responsable du club de voile de Paladru, du lac de Paladru,
qui me demandait un exposé sur un sujet en rapport avec les êtres qui peuplent les lacs et les eaux. Alors j'ai répondu d'une manière un peu désarçonnée et elle a réussi à me convaincre. Donc j'y suis allée en septembre de l'année dernière. Il y avait très peu de monde organisé par ce club de voile. C'était un jour où il ne faisait pas très beau, donc les gens n'étaient pas sur le lac, mais ils n'étaient pas pour autant dans la salle. Et il y avait pratiquement plus d'intervenants que de participants passifs. Enfin, toujours est-il que ça m'a donné l'occasion de commencer à faire ce diaporama que je voulais aussi montrer à des étudiants. Et à travailler sur le texte. Je ne leur ai distribué que le texte français, vous l'imaginez, mais au même moment, j'avais depuis longtemps remarqué que histos en grec est un mot très intéressant. Ça désigne le mât du navire et aussi le métier à tisser. Donc c'est un objet un peu bizarre. Alors, le radical, c'est celui de histemi, dressé. Donc, c'est quelque chose qu'on met debout. Et le métier à tisser en Grèce est un métier debout. Je n'ai pas vu de métier à tisser de l'Antiquité, mais ce que j'ai vu en abondance, c'est des images qui les représentent. Quand on voit Pénélope au métier à tisser, elle est devant son métier qui est dressé. Donc c'est bien un objet qu'on dresse dans la chambre ou dans la grande salle du palais, suivant les cas. Quant au mât, c'est évidemment, cette image-là le montre parmi les autres, celle du Moyen-Âge aussi, hein, toutes les images où vous avez le mât et Ulysse attaché, dressé à son mât, sont suffisamment éloquentes. Moi, j'avais remarqué dans un exposé fait pour un colloque à Lille sur le genre que c'est une sorte d'objet qui fait une sorte de frontière, qui marque une sorte de différence entre les hommes et les femmes. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée, si vous regardez tous les emplois, vous verrez que les hommes s'occupent du bateau, montent sur le bateau, dressent les agrès, mettent les voiles, etc. Les femmes, si elles vont dans les bateaux, c'est tout au plus comme passagères. Chryséis est emmenée par bateau, mais elles ne participent absolument pas à la navigation, donc elles sont peut-être à fond de cale ou assises sur un banc, mais voilà. En revanche, dans la maison, le métier à tisser, c'est l'objet féminin par excellence. Avec d'autres objets, la navette, j'espère que je ne vais pas me tromper, Kerkis, Georges est là, il pourra peut-être me corriger, la quenouille, elle acatait, on dit parfois quenouille ou fuseau, je ne sais pas trop à quoi ça correspond en réalité, mais ce sont tous des objets féminins. Il y a quelques années, il y a eu une controverse parce que John Shade et Jesper Stembro ont publié ensemble un livre qui a eu beaucoup de succès, intitulé « Le métier de Zeus ». Ils se sont servis d'un passage du Politique de Platon pour affirmer qu'il s'agit d'un mythe de Zeus qui tisserait le monde. Enfin, je simplifie l'argumentation, bien sûr. Je trouve que c'est une aberration scientifique. Enfin, bon, ce sont des grandes personnes. Hein. John Shade est professeur au Collège de France, donc vous voyez que je suis bien hardie de dire ça comme ça, mais à mon avis, le passage du Politique de Platon est typiquement une élaboration littéraire et philosophique d'une sorte d'allégorie
Ça n'est pas un mythe au sens des mythes comme on l'entend en général dans le commun des mortels. Les sirènes, en revanche, je pense que c'est un mythe. Alors pour le tissage, je pense qu'il n'y a aucun mythe véritable, ancien, avec des traditions diverses, etc., qui montre un dieu mâle en train de tisser. En revanche, le tissage dans la mythologie est toujours l'apanage des femmes. Et dans l'Odyssée, on en a suffisamment d'exemples, donc peut-être qu'une autre fois on en reparlera, mais aussi bien les femmes honnêtes, disons, que les moins honnêtes tissent. Hélène, dans son palais, est en train de tisser quand Iris va la trouver. Circé et Calypso tissent en chantant. Pénélope, évidemment, tisse. Et vous savez qu'elle ne détisse plus la nuit, le jour, ce qu'elle a... la nuit, ce qu'elle a tissé le jour au moment de l'Odyssée. Hein, c'est fini depuis longtemps, puisque une servante a trahi sa confiance et a révélé au prétendant sa ruse. Donc, les femmes tissent, c'est leur apanage, et d'ailleurs, il y a un couplet répété 3 fois, prononcé par Hector, adressé à Andromaque, lui disant « Retourne à ton métier, à ta quenouille et tout ça », la guerre, c'est l'affaire des hommes. Va dans ta chambre et fais ton tricot. Enfin, on a aussi entendu ça dans nos générations. Dans l'Odyssée, Télémaque le dit à sa mère une fois, enfin 2 fois. Il utilise les mêmes mots, va à ton métier, à ta quenouille, etc. Et puis il dit, car la parole, c'est l'affaire des hommes. Donc le mythos, au chant 1 de l'Odyssée. Et à la fin, quand il s'agit de mettre en place le concours de l'arc, il lui redit la même chose, mais en faisant une nouvelle variation, le toxon, donc l'arc, c'est l'affaire des hommes. Et vous voyez, c'est toujours le refrain, les femmes aux travaux de couture, enfin si j'ose dire, les hommes à tout le reste. Tout ce qui est confiné dans la chambre, donc le mât et le métier à tisser sont une sorte de marqueur de séparation des genres. Il se trouve que pendant l'été, j'ai reçu un numéro de la revue canadienne Phoenix, qui est un numéro féministe, dans lequel il y a un article là-dessus où l'auteur a très bien développé, en anglais, ce thème en disant que le mot hissos est un marqueur de séparation entre les genres, et si vous voulez, je vous donnerai la référence. Merci de votre attention.